L'un des films les plus ambitieux de l'histoire. 17 Oscars à la clé, plus de 3 milliards de dollars au box-office. D'où sort ce film? Comment est-il devenu le film référence? Pourquoi même des géants comme James Cameron, le père de Titanic et Avatar, se sont inspirés de lui? Le film se fonde sur une œuvre célèbre à laquelle un homme a consacré toute sa vie. John Ronald Reuel Tolkien est né le 3 janvier 1892 à Bloemfontein en Afrique du Sud, de parents anglais qui y avaient émigré. Un mois après son 4e anniversaire, alors qu'il est chez ses grands-parents à Birmingham, Arthur, son père, décède brusquement. Tolkien devient demi-orphelin dans un pays qu'il ne connaît pas. L'absence de son père le marque et c'est sa mère dont il était proche qui l'élève. En 1904, Mabel meurt victime du diabète. Tolkien, qui n'a alors que 12 ans, est ballotté d'un foyer à un autre. Une vie bien compliquée et mouvementée pour un enfant. Sa mère, qui avait été son premier professeur, avait éveillé son intérêt pour les mots. Et sa mort le pousse à plonger dans les langues. Quand il rejoint l'école, celle-ci devient son seul refuge. C'était le seul élément stable dans sa vie. King Edward était une bonne école pour quelqu'un comme Tolkien. Elle n'était pas réputée pour son cursus littéraire, mais pour former d'excellents linguistiques. Il forge des liens étroits avec 3 amis, et ensemble ils créent le Tea Club of the Barovian Society, connu par le TCBS. Un petit club regroupant leur passion pour les légendes et les sagas. Cette amitié et ce goût partagé pour les langues anciennes perdurent durant les études de Tolkien jusqu'à 1911 où il entre à Oxford pour étudier l'anglais et la littérature. Mais la guerre met un terme brutal à ses heureux jours. Tolkien prend part à la bataille de la Somme, ses amis sont eux aussi appelés à combattre. Son petit groupe disparaît quelques années plus tard, victime de la Première Guerre mondiale. Il se retrouve à nouveau seul et ceci a forcément affecté son écriture et sa pensée. Tolkien aimait tant les langues, qu'il finit par créer la sienne. Cette quête d'une langue nouvelle le pousse à créer sa propre mythologie. Il avait le sentiment qu'il manque une mythologie à l'Angleterre, qui avait de nombreuses légendes empruntées aux autres. Comme la légende du roi Arthur empruntée aux Français. Il était triste que les anciennes mythologies anglaises n'avaient pas survécu à l'invasion normande en 1066. C'est ce vide que Tolkien voulait remplir. Il retourne à Oxford en 1925 au titre de professeur d'anglais. Mais 9 ans plus tard, un événement inattendu et anodin marqua un tournant définitif dans sa vie. Alors qu'il était en train de corriger des copies ennuyeuses, il écrivit dans une feuille blanche, dans un trou perdu vivait un hobbit. Et tout est parti de là. L'histoire de ces petits êtres amoureux de la nature ne tarda pas à être publiée. Elle suit Bilbon Saquet, un hobbit respectable et tranquille, qui coule des jours paisibles dans la comté. Jusqu'au moment où le magicien Gandalf le tire de son quotidien pour participer à une expédition lointaine avec des nains pour sortir un trésor des griffes du dragon Smaug. La première édition du Hobbit voit le jour en 1937 chez l'éditeur britannique Allen et Unwin. Stanley Unwin encourage Tolkien à rédiger une suite. Il puise alors dans la mythologie qu'il avait passé sa vie à rédiger. Les années passent et le livre se construit au fur et à mesure qu'il écrit. Et pour que le lecteur y croie, Tolkien a tout étudié dans les moindres détails. Il imagina un second monde, la Terre du Milieu, où l'univers est pleinement poussé avec sa géologie, sa géographie et l'histoire de ses lieux. Le résultat, c'est le Seigneur des Anneaux. Son intrigue est beaucoup plus complexe que celle de son prédécesseur. Le ton est presque dépourvu d'humour et les thèmes moraux et philosophiques sont plus développés. Une histoire bien réelle pour Tolkien, et c'est ce qui lui donne toute sa profondeur. Le second roman lui prend 12 ans pour l'achever. Pour rester dans le contexte, nous sommes en période d'après-guerre, le papier est trop cher. L'œuvre est donc divisée en 3 volumes. Le premier volet de la saga fut publié chez Allen et Unwin en 1954, sous le nom de la Fraternité de l'Anneau. Suivi des 2 tours en 1955 et du Retour du Roi en 1956. Ce fut un triomphe tant critique que commercial. Durant les années 1960 et 1970, Le Seigneur des Anneaux devient la base d'un véritable phénomène. Le livre est considéré comme un symbole de la contre-culture. Traduit dans plus de 60 langues et vendu à plus de 150 millions d'exemplaires aujourd'hui. Devenu une légende, Tolkien meurt en 1972 à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui des récits inachevés mais un héritage littéraire immortel. Après son décès, la première adaptation concrète du Seigneur des Anneaux sort sur le grand écran en 1978. Ce film d'animation réalisé par Ralph Bakshi ne couvre qu'une partie du récit, la communauté de l'anneau et la moitié des 2 tours. Le film reçut un accueil critique mitigé et fut considéré comme un échec par les distributeurs originaux qui refusèrent de financer une suite qui aurait couvert le reste de l'histoire. Peter Jackson découvre Le Seigneur des Anneaux à l'âge de 17 ans. Ayant apprécié l'œuvre inachevée de Ralph Bakshi et voulant en savoir plus sur le sujet, il lit les romans de Tolkien pendant un voyage en train. Mais avant tout, qui est ce Peter Jackson ?
Peter Robert Jackson est un réalisateur, producteur et scénariste néo-zélandais, né le 31 octobre 1961 à Wellington. Jackson commence sa carrière avec les comédies horrifiques Bad Taste en 1987, Les Feebles en 89 et Braindead en 92, qui lui permettent d'acquérir une certaine réputation chez les amateurs de films fantastiques. Il remporte même le Grand Prix au Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 93 pour Braindead. Un an après ça, il réalise Créatures célestes, un drame poétique, et le succès critique lance sa carrière pour de bon. Hollywood le courtise et il signe chez Universal pour la réalisation de Fantôme contre Fantôme en 94. Pendant le tournage, il reçoit plusieurs propositions des studios hollywoodiens pour d'autres projets, dont une reprise de La Planète des Singes, une adaptation du Seigneur des Anneaux et une autre reprise de King Kong. Jackson s'attaque donc à l'ambitieuse adaptation cinématographique de la saga de Tolkien, se demandant pourquoi personne ne l'a fait depuis. Miramax, comme premier investisseur, souhaite d'abord 2 films avec un budget de 75 millions de dollars. Mais dans une tentative de rationaliser les coûts, les producteurs proposent de fusionner les 2 films en un seul, ce qui entraînerait la suppression de nombreux éléments clés de l'intrigue. Peter Jackson, bouleversé par cette proposition, refuse catégoriquement. Face à cette impasse, Harvey Weinstein, président de Miramax Film, donne à Jackson 4 semaines pour trouver un autre studio prêt à reprendre le projet. Après des efforts pour intéresser d'autres studios, Peter Jackson se tourne finalement vers Mark Ordesky et Robert Shaye de New Line Cinema, qui proposent une solution alternative, réaliser une trilogie plutôt que 2 films. L'intrigue de cette dernière se déroule dans le monde fictif de la Terre du Milieu. Elle suit le hobbit Frodon Sake de la Comté, alors que lui et les autres membres de la communauté de l'Anneau s'engagent dans une quête pour détruire l'Anneau unique, en passant par Faucombe le royaume des elfes, la Moria celui des nains, le Rohan etc. pour arriver jusqu'aux terres noires appelées le Mordor, et ainsi provoquer la chute de Sauron le détenteur légitime de l'Anneau unique. L'aventure commence. Avec sa compagne Fran Walsh et Philippa Boyens, grande admiratrice des livres de Tolkien, Jackson décide d'adopter une approche plus chronologique que celle des livres, de faire de la quête de Frodon l'élément central du scénario, et l'intrigue autour d'Aragorn l'héritier du trône du Gondor en élément secondaire. Une première différence fondamentale par rapport au livre. Les 3 scénaristes commencent l'expansion du scénario, initialement prévu pour 2 films. Un surcroît de travail qui fait naître une deuxième différence. En effet, la trilogie de livres contient un total de 62 chapitres. Le contenu d'un seul chapitre peut être présenté dans les films relativement au même moment chronologique que dans les livres, réduit dans les films, éliminé des films, étalé sur tout un film ou réparti sur plusieurs films. Par exemple, aucun élément du 2e chapitre de la communauté de l'Anneau, l'ombre du passé, n'apparaît au moment chronologique approprié dans le film. Au lieu de cela, le contenu est réparti sur les 3 films. Au total, 4 chapitres et des parties d'un 5e sont totalement absents du scénario. Une 3e différence est constatée concernant le temps. Dans les films, beaucoup d'éléments se sont retrouvés raccourcis par rapport à leur durée. Par exemple, dans le livre La communauté de l'Anneau, 17 ans se sont écoulés entre le 111e anniversaire de Bilbo et le passage de l'Anneau unique de Bilbo à Frodon, alors que cette période est très brève dans le film. Nous sommes en 1999. Jackson décide, pour donner vie à l'univers riche et fictif de l'auteur, de choisir sa terre natale comme lieu de tournage. Des hauts plateaux enneigés aux rivières, en passant par les forêts sauvages et les plaines verdoyantes, la Nouvelle-Zélande prête ses paysages à la Terre du Milieu telle que décrite par Tolkien. Jusqu'à 6 équipes différentes travaillent simultanément sur plus de 150 lieux de tournage au total. Peter supervise le travail de ces différentes équipes par satellite. En plus de l'équipe de tournage principale qu'il dirige et des réécritures constantes du scénario, il dort en moyenne 4 heures par nuit. C'est le seul cinéaste à avoir tourné 3 films de manière simultanée. Et cela ne suffit pas pour Peter qui veut donner une authenticité exceptionnelle aux personnages emblématiques. Il fait donc appel à des acteurs qui ont fait leurs preuves sur le grand écran. Kate Blanchett incarne Galadriel, tandis que Christopher Lee joue Saruman, après avoir initialement souhaité incarner Gandalf. Ian McKellen endosse finalement ce rôle emblématique. Liv Tyler interprète Arwen, Sean Bean et Boromir, Hugo Weaving est Elrond, et John Rhys-Davies est Gimli. Viggo Mortensen est choisi pour le rôle d'Aragorn, après que Stuart Townsend soit écarté. Elijah Wood conquiert le rôle de Frodon avec détermination, tandis que Dominic Monaghan, initialement prévu pour ce rôle, joue finalement Merry. Sean Astin incarne Sam Gamgee, Ian Holm et Bilbo, Billy Boyd joue Pipin, et Orlando Bloom apporte sa touche à Legolas. Bien d'autres comédiens ont contribué à la réalisation du long métrage. Et malgré ça, la liste des personnages a été raccourcie dans le film. Par exemple, le personnage de Tom Bombadil et la partie de l'histoire qui s'y rapporte a été écarté du film.
car selon Peter Jackson il n'apportait rien à l'histoire principale, n'étant relié ni à Frodon ni à l'anneau. Une décision de Peter qui fait une quatrième différence entre les deux médiums. Et il existe également une cinquième différence qui concerne des rajouts. L'Urtz, l'Uruk-hai présent dans la communauté de l'anneau, est une création des scénaristes et n'apparaît pas dans le roman de Tolkien. Son rôle, y compris dans la rencontre avec Boromir, est une invention pour mettre en lumière le comportement des Uruk-hai et offrir un enjeu dramatique clair au public novice. Ces suppressions et ajouts dans les personnages entraînent une sixième différence de fond. Comme le personnage de Saruman qui est plus développé et son rôle plus important que dans les livres, où il n'apparaît que lors de flashbacks narrés par Gandalf. Pour revenir au contexte, le tournage de la trilogie n'a pas seulement été éprouvant physiquement pour les comédiens. Ceux-ci ont en plus été amenés à parler le langage elfique, jamais utilisé oralement. Pour ce faire, ils ont disposé de l'aide d'Andrew Jack, un répétiteur dialecte et langue inventée, qui leur a enseigné la phonétique pour donner vie à cette langue créée par Tolkien et qui comprend plus de 7000 mots. Décidément, Jackson veut faire les choses en grand. Il estime alors que grâce aux progrès réalisés dans le domaine de l'infographie depuis Jurassic Park, qu'un film de fantasy peut désormais avoir des effets spéciaux crédibles. Son équipe utilise alors la technique de prévisualisation pour visualiser en amont du tournage les scènes difficiles du film. Peter reçoit ensuite une aide bienvenue de George Lucas et son producteur Rick McCallum. Ces derniers invitent même Jackson et son équipe au légendaire Skywalker Ranch afin de partager leurs informations sur cette technologie. Jackson a combiné plusieurs autres techniques pour arriver à mettre le spectateur à l'aise sur l'écran. Par exemple, il a utilisé l'étalonnage numérique sur toutes les séquences. Cette technique consiste à numériser le film, puis revoir chaque scène et modifier leur éclairage pour obtenir une photo unifiée, et finalement retransposer le long métrage sur pellicule. Le Seigneur des Anneaux mêlant prise de vue réelle, miniature, images de synthèse et images composites, cette technique était essentielle pour donner au film une unité de ton et de couleur. Aussi, pour illustrer à l'écran les différences de taille entre les hobbits et leurs homologues humains elfes et magiciens, l'équipe utilisa des perspectives forcées, plaçant les personnages les plus grands près de l'objectif de la caméra pour les faire paraître plus imposants que les semi-hommes. Grâce à certaines de ces techniques utilisées tout au long de la trilogie, Peter a pu modifier certaines scènes pour ajouter du spectacle visuel ou des moments d'émotion. Comme l'arrivée de l'armée elfique dans la bataille du gouffre de Helm qui n'est pas présente dans le livre. Ces scènes cinématographiques font la septième différence. Durant le tournage, on dirait que Tolkien était physiquement avec eux, puisque la plupart du staff avait déjà lu les romans. Il arrivait même des choses qui ont échappé au contrôle de Peter et qui ont fini par changer le film, le rendant plus proche du livre qui, comme l'anneau unique, avait sa volonté propre. L'attente autour du blockbuster étant énorme, la production a souhaité en amont proposer un montage de 26 minutes à des journalistes privilégiés, afin de mettre intelligemment l'eau à la bouche à la planète cinéma. Ce montage impressionnant a été projeté pour la première fois en 2001, lors du Festival du film de Cannes. Howard Shore a été engagé en août 2000 pour composer, orchestrer et produire la musique de ce chef-d'œuvre, dans laquelle Shore a inclus de nombreux leitmotifs pour représenter les différents personnages, les cultures et les lieux. La musique est principalement interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Londres et de nombreux artistes tels Kenya, René Fleming et James Galway. Un easter egg. Dans le commentaire audio de la communauté de l'anneau, Peter Jackson révèle que le cri des Nazgûl a été inspiré par la voix éraillée de sa femme Fran Walsh lorsqu'elle était souffrante d'une angine. Malgré les essais infructueux de son équipe, c'est sa voix altérée qui a permis de créer le son strident des Nazgûl. La communauté de l'anneau sort en salle le 19 décembre 2001. La sortie de cette trilogie est répartie sur 3 années consécutives et synchronisée, durant les fêtes de Noël dans les salles du monde entier. Les films ont été acclamés à la fois par la critique et par le public pour leur fidélité à l'œuvre originale de Tolkien, ainsi que pour leurs effets spéciaux révolutionnaires, leur casting talentueux et leur narration captivante. Et ce, malgré de nombreuses différences avec leur matériel source. Avec un budget de 285 millions de dollars, la trilogie a généré près de 3 milliards de dollars en plus des 17 Oscars. 4 Oscars pour la communauté de l'anneau, 2 pour les 2 tours, et 11 Oscars pour le Retour du Roi. Chacun des 3 films a également remporté le prix Hugo du meilleur film et le Saturn Award du meilleur film fantastique. La communauté de l'anneau et le Retour du Roi ont remporté le British Academy Film Award du meilleur film, et le Retour du Roi le Golden Globe du meilleur film dramatique. Une morale de l'histoire du Seigneur des Anneaux démontre que même les individus les plus modestes et apparemment insignifiants peuvent accomplir des choses extraordinaires lorsqu'ils sont poussés par le courage, la détermination et l'amitié. L'adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux a relevé de nombreux défis pour restituer fidèlement l'univers de la Terre du Milieu.
Malgré cela, le film est largement acclamé pour avoir capturé l'essence de l'œuvre originale et offrir une expérience cinématographique immersive et émotionnellement intense. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.